Ce cliché est en tout point semblable à n'importe quelle photo de famille. Nous sommes en août 1934, Fével et Malka Braun ont amené leurs enfants passer quelques jours de vacances au bord de la mer. Sam vient d'avoir 7 ans. Il est au centre de l'image, la tête en appui sur ses avant-bras repliés. Contrairement à Raymond, son frère aîné qui s'est placé plus à l'écart à droite de son père, Sam est encore, tout comme sa petite sœur Monique, dans le cadre protecteur que forment ses parents. Sam fixe l'objectif, attendant que sa grande sœur Anne prenne la photo et qu'il puisse enfin retourner à ses jeux. Le 12 novembre 1943, il aura 16 ans lorsque la police française viendra les arrêter dans leur appartement de Clermont-Ferrand. Seuls Raymond et Anne échapperont à la rafle. Sam sera brutalement séparé de ses parents et de sa petite sœur, qui seront gazés dès leur arrivée à Auschwitz en décembre 1943. Pendant 2 ans, il survivra dans le camp avant d'être libéré et rapatrié en France. Sam n'a jamais parlé directement à ses 4 enfants de ce qu'il avait vécu. Je crois que la génération de mes enfants, de tous les enfants qui sont nés après la guerre, issus de déportés, est une génération sacrifiée. Ou bien le père ou la mère les a abreuvés de souvenirs au point de les rendre malades, ces pauvres mômes, sous une accumulation de souvenirs, parce que le père ou la mère avait besoin de cet exutoire-là, et l'ont fait auprès de leurs enfants, ou bien certains, et la majorité, ont fait ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire pas bien, c'est-à-dire ne rien dire. Et je crois que c'est la majorité. Ce silence-là, de mes 40 ans, a été 40 ans de silence pour mes enfants aussi. Didier est né en 1952. C'est le premier enfant de Sam et de Denise. Sam, qui avait 25 ans, était en train de poursuivre ses études de médecine. Depuis la fin de la guerre, on a tous plus ou moins vu dans les informations, dans les documentaires sur l'histoire, les hommes et les femmes séparés à la sortie, les femmes qui allaient à un endroit, les hommes qui allaient à l'autre. Donc l'image d'un tri, l'image d'un tri des êtres humains qui arrivaient dans les camps, tout le monde en a conscience. Donc même s'il en a parlé, ces images-là, on les a vite assimilées, on a fait le lien très vite quand même. Donc lui, il n'a pas parlé, il parlait juste des derniers moments où il a vu ses parents. Sans jamais, en tout cas, être trop précis. Je ne me rappelle pas, en tout cas, qu'il m'ait dit la dernière fois que j'ai vu ma maman, c'était à tel moment, sur le quai, à tel endroit, ou tout. Il n'a pas été, enfin, je ne me rappelle pas qu'il ait été précis sur le sujet. Françoise est née en 1957. C'est la première fille de Sam. Sam, qui avait 30 ans, exerçait la médecine à Paris. Si j'avais à lui poser des questions, ça serait des questions terribles. Comment as-tu ressenti les choses, cette espèce d'abandon vis-à-vis de tes parents? À la fois, je suis excessivement impressionnée par sa construction psychologique de maintenant, puisque c'est quelqu'un qui s'en est sorti et déjà, c'est admirable sur ce point. Ça prouve qu'il avait une conception psychologique qui lui a permis de surmonter cette horreur. J'aurais des questions, mais des questions qui, à mon avis, n'ont pas de sens parce que, je veux dire, toute cette période est d'une certaine manière révolue dans sa tête, même s'il y pense beaucoup, même s'il a beaucoup de cauchemars, beaucoup de résurgences sur cette période. J'ai jamais vraiment eu envie d'en discuter pour le faire replonger dans l'histoire. Malka, qui porte le prénom de sa grand-mère paternelle, est née en 1965. Sam avait 38 ans, il venait de divorcer de Denise et s'était remarié avec Béatrice. Malka est leur premier enfant. Au fond, je crois que je sais pas et en même temps tout. Et en même temps, je crois qu'au fond, à rien... il aurait fallu que je remonte le temps, que je le vive avec lui. Tu vois, je sais pas. Parce qu'il n'y a pas de mots pour dire,
pour exprimer ce qu'il a vécu. Et je crois qu'il n'y a que la sensation, il n'y a que le fait de le revivre, de le vivre, pas le revivre évidemment, mais tu vois, il n'y a que ça qui pourrait me donner une idée. David est né en 1966. Il est le dernier des 4 enfants de Sam. On en a un jour parlé. J'étais en classe de 3e. J'ai fait un exposé sur la déportation. Et c'est la première fois où je posais des questions à mon père sur la déportation. Et là, c'était évidemment extrêmement émouvant, touchant. Ses réponses étaient évidemment ponctuées de larmes. Et c'était extrêmement touchant pour moi de secouer un petit peu mon père et de lui dire « Vas-y, raconte-moi un peu plus ». Je ne me souviens pas du tout de ça. Tu vois, j'ai occulté comme cette... Parce que s'il l'a dit, c'est vrai. Donc je ne mets pas en doute du tout cette démarche qu'il a fait lorsqu'il était en 3e. Je ne me souviens pas, non. Pas du tout, du tout. Il devait être 19h, 19h30. Et il m'a attendu, il m'a appelé, et on a commencé à en parler dans le canapé, et j'ai sorti mes petits papiers. Je me souviens, mais c'est marrant, parce qu'il y a 20 ans, mais je me souviens pas forcément trop de ses réponses, mais je me souviens de cet instant, où c'était, tout, je m'en souviens, mais parfaitement bien. Et lui, il l'a occulté, donc... Tous les 4, les 2 premiers, les 2 derniers étant de mères différentes, se considèrent comme frères et sœurs à part entière. Et que je sais que le meilleur copain de mon fils, le dernier, c'est son frère aîné. Donc, de ce côté-là, ils ont beaucoup d'intimité entre eux. Lorsque mon fils aîné revient, il habite dans le Midi, quand il revient à Paris, il s'arrange pour organiser des dîners avec ses 3 frères et sœurs. Donc, tout le temps, ils sont entre eux quand ils le peuvent. Est-ce que, dans leur intimité, ils ont évoqué, non pas le père, ils ont dû l'évoquer comme tout enfant, n'est-ce pas, évoque, quand il est avec son frère ou sa sœur, ou ses frères et sœurs, évoque le géniteur. Ça, c'est le lot de tous les parents. D'être démoli, d'ailleurs, ça fait partie aussi de notre lot. Et c'est normal. Mais est-ce qu'ils ont évoqué mon passé? Ce que je fus quand j'avais 16 ans? Ce que furent leurs grands-parents? Ce que fut leur tante? Ma petite sœur? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ben, on se parle beaucoup les uns les autres, mais on ne parle pas. Et d'ailleurs, pourquoi n'en a-t-on jamais parlé? C'est une question, parce que qu'on n'en ait pas parlé à papa, c'est justifié. Qu'on n'en ait pas parlé entre nous, je dois dire que j'ai pas la réponse. Parce que en fait, l'émotionnel n'existant pas sur ce point précis, entre mes frères, ma sœur et moi, on aurait tout à fait pu briser le voile et en discuter bien plus tôt, ce qui n'a pas été fait. Je ne dirais pas que c'est un manque de curiosité non plus, parce qu'on est tous, les uns les autres, complètement habités et meurtris d'une certaine manière par ça. Donc c'est évident que c'est un point capital dans notre histoire à tous. Et c'est vrai que je ne peux pas répondre à la question, pourquoi est-ce que vous n'en avez pas parlé plus tôt? Une pudeur peut-être, je ne sais pas. On n'a pas parlé de la déportation de papa. Si, toujours pour excuser ce qui pouvait nous agacer. Quand papa se tape 2 litres de glace alors que 3 boules suffiraient, ça nous énerve parce qu'on voudrait le voir un peu plus maigre, svelte, plus en forme, etc. Et on se regarde, on se dit, bon, après tout, après ce qu'il a vécu, qui on est pour lui interdire quoi que ce soit? Donc il en profite un max. C'est juste ça notre relation entre nous, les enfants, par rapport à la déportation de papa. On ne s'est jamais assis à une table en disant il a vécu ce qu'il a vécu, ça a été horrible. Jamais. On ne s'est jamais assis pour faire le deuil de nos grands-parents. On ne s'est jamais assis pour parler de tout ça. On a toujours excusé papa de tout parce qu'il y avait eu ça. David, il me téléphone 3 fois par jour. Quand j'ai été opéré du cœur, c'est lui qui m'a offert un téléphone portable pour être sûr que je puisse le joindre s'il y avait quoi que ce soit.
c'est de tous mes enfants, qui tous sont formidables avec moi, c'est probablement celui qui me materne le plus, au sens protection, qui me protège le plus. J'ai besoin de tout savoir. S'il a bien dormi, s'il a bien mangé, s'il a passé une bonne journée, s'il n'a pas d'ennui. J'ai besoin de tout savoir, comme une mère poule a besoin de savoir où sont les poussins. Donc moi je vis maintenant ma relation avec mon père, qui est évidemment avant tout mon père, mais j'agis avec lui comme la mère qui l'a perdu trop tôt. Trop tôt. La position normale de protéger son père, c'est quand il est, théoriquement parlant, vu son âge, à la veille de partir. Et que lorsque j'avais 50 ans, c'était pas normal qu'ils aient cette protection. Donc, s'ils l'ont eu, et si les événements passés de leur père les a amenés à avoir ce type d'attitude, ça prouve bien qu'ils ont, par rapport aux autres enfants de leur âge, vécu autrement leur relation avec le père. Et c'est cet autrement-là qui fait que c'est une génération sacrifiée, parce qu'ils ont souffert de ça, plus que d'autres enfants dont les parents n'ont pas été déportés. Je n'ai jamais cherché à provoquer papa, je n'ai jamais fait de crise d'adolescence, par exemple, avec lui. J'ai toujours cherché à le protéger. Parce que pour moi, bon, maintenant il a 75 bientôt, donc c'est quand même un monsieur qui a pleinement avancé dans la vie. Mais c'est vrai qu'il est très présent affectivement à ce stade de sa vie à lui. Tout à fait bizarrement. Bien sûr, on a énormément de rapports, mais quand je pense à papa, je pense beaucoup à lui à cette période. Je suis presque sûr de voir en différentes circonstances notre père très très fragile, très très sensible et autres. Au même moment où il se battait dans la vie, il réussissait des choses, il avançait et tout quand même. Hein. C'est pas non plus qu'il s'effondre, qu'il est fragile, qu'il fait plus rien. Je sais pas, par exemple, c'était une époque de la vie où j'avais pas des très bonnes notes, c'est sûr, quoi. Je me rappelle, je sais pas si je pense pas avoir jamais redoublé une classe, mais enfin j'étais toujours sur le fil de rasoir, quoi. Donc quand je ramenais des carnets à la maison, c'était jamais terrible. Seulement après, je me suis plus battu au niveau des études. Et je me rappelle souvent un exemple pour montrer sa fragilité. J'apportais des carnets qui étaient mauvais, généralement, hein, c'est clair, c'est généralement mauvais. Bon, le moment où je devais aller les présenter, c'était quand même un drame personnel, parce que lui, le fait qu'il abandonne un carnet, il pouvait se mettre à pleurer, avoir des yeux aux larmes. Comment tu veux rendre ton père malheureux? Tu te remets à l'école, tu as des mauvaises notes, tu veux rendre ton père malheureux, et avoir son père qui pleure, ou des choses comme ça, quand on a 10-12 ans pour des trucs pareils. Donc ça veut dire qu'il était extrêmement sensible. Et donc il a sensibilisé ses enfants, quoi. Très très vite, j'ai pris conscience de la peur de le perdre. J'ai même une cousine qui me rappelle que à chaque anniversaire de papa, quand le gâteau arrivait, j'étais pas du tout en joie, je pleurais et je lui disais « Je veux pas que tu vieillisses parce que je veux pas que tu meurs ». Et j'ai eu ça, je te dis, je pense, ma cousine me dit que ça l'avait énormément surprise parce que j'avais déjà 5 ans à l'époque. Et cette peur de le perdre. Mon père, je l'ai vu pleurer la première fois. C'était un moment très très touchant. Et c'est à un moment donné, en reparlant, que ça me l'a révélé. C'était, je devais avoir une dizaine d'années. Et je crois que ça s'appelait Les 6 jours pour Israël. Et il y avait ce livre, un peu un mémorial quelque part de tous les déportés de France, avec le nom de tous les déportés. Et je me souviens que papa a voulu voir son nom, celui de son père, de sa mère et de sa sœur, et il ne le trouvait pas. Et quelque part, la personne qui vendait ce livre a mis maladroitement en doute la déportation de papa. Il en a vraiment souffert, il a dû relever son bras, montrer son numéro, ce fameux tatouage.
pour retrouver finalement à quelle page était inscrit son nom. Et c'est la première fois où mon père s'est... C'est toujours très violent dans mon esprit. Je me souviens vraiment de ces images. Évidemment, j'étais trop petit pour qu'il me pleure dans les bras. Aujourd'hui, ça ne se reproduirait pas de la même façon. Je pense que papa pleurerait beaucoup plus facilement et je pense qu'on pleurerait plus facilement ensemble. Et je pense qu'il n'aurait pas tout seul à remonter sa chemise pour montrer le numéro. Je pense que c'est une démarche qu'on pourrait faire ensemble. Je peux l'aider à remonter sa chemise et il peut montrer son numéro. En 1981, David a 15 ans, Malka 16, Françoise 24 et Didier 29. Sam est en fin de carrière et prend sa retraite. Dans les mois qui suivent, il s'isole pour écrire le récit de sa déportation qu'il destine uniquement à sa famille. Il n'en fera que 5 copies, une pour sa femme Béatrice et une pour chacun de ses enfants. Il parle de choses que même moi maintenant à 35 ans, j'ai encore du mal à comprendre. Comment à 15 ans tu peux survivre à l'insurmontable, à ce qu'il a souffert, comment tu peux ne plus être toi-même pendant 3 ans et te voir un petit peu comme ces personnes qui vivent les comas et qui te disent voilà j'étais au-dessus et je regardais, donc je ne souffre pas, c'était quelqu'un d'autre qui souffrait. Donc mon père explique ça dans son manuscrit. Et là je me dis comment à 15 ans il a pu avoir cette force que moi même à 35 j'aurais peut-être pas. Et ouais, je crois que là t'apprends beaucoup. T'apprends beaucoup sur lui. C'est un manuscrit que papa m'a passé, que j'ai gardé des mois, que je ne voulais pas lire, mais vraiment qui m'a suivi partout. Et puis un jour, je suis passée, j'allais en Auvergne dans la famille avec mes enfants. Je monte dans le train à Clermont, je revenais sur Paris et il m'est vraiment tombé dans les mains à ce moment-là. Je me suis dit c'est le moment. Un moment que j'avais refusé longtemps et j'ai été très émue de voir que en fait le début de l'histoire était son voyage dans le train de Clermont à Paris. Et je me suis dit il n'y a pas de hasard. Je veux dire c'est une histoire que tu as refusée, un livre qui a été à côté de moi pendant des mois. Et puis, bon, je l'ai ouvert et j'étais exactement dans la situation de papa enfant au moment de son arrestation, donc dans le train de Clermont à Paris. J'ai lu ce manuscrit qui m'a beaucoup plu, qui m'a énormément perturbée et j'ai assez vite refermé la page. C'est vrai que j'ai lu le livre, tout de suite, il me l'a donné, dans les jours suivants, il était lu, mais j'en ai pas parlé. Parce que c'est des choses tellement pénibles, atroces, j'ai pas ressenti le besoin d'en parler. J'ai du mal à le lire, ce livre. J'ai du mal à le terminer. Donc je me suis dit, c'est quelque chose de douloureux. Déjà, il a écrit dans le livre, en plus à venir en parler. J'ai fini le manuscrit en me disant, c'est dingue, c'est pas possible qu'un être humain vive ça, et encore plus mon père. Donc, quand tu lis quelque chose, c'est pas pareil que quand tu entends l'autre t'en parler. Ou même quand tu vas à l'endroit et que... Après, un film te fait moins fantasmer qu'un livre. Tu vas lire des choses et tu vas y mettre tes propres images. Un film, on te donne les images. Donc tu vois, c'est ça. Le livre, ça m'a donné plus de fantasmes. De toute façon, j'ai toujours un peu fantasmé et en même temps, je sais même pas. Oui, j'ai un peu fantasmé des choses. A posteriori, puis j'ai écrit ça il y a 20 ans, je me rends compte que c'était très insuffisant. Et que la parole eût été meilleure.
Béatrice me dit tout le temps, reprends-le, ce manuscrit. Et chaque fois, je dis non parce que j'ai l'impression qu'il y aurait là quelque chose d'artificiel, un peu, tu vois. Que le fait d'écrire ça, même si j'avais le talent que je n'ai pas, même si j'avais ce talent de littérateur, et si je pouvais transcrire comme Elie Wiesel, comme Primo Levi, qui ont remarquablement écrit sur cette période, si je pouvais le faire, moi, je vis ça comme étant une traîtrise vis-à-vis de mes parents. Parce que, autant je dis à ceux qui vont voir Auschwitz, visiter Auschwitz, autant quand on va là-bas, il faut se taire. La place n'est pas aux mots, la place est au silence. Autant je crois que décrire la réalité de ce qui fut là-bas, en faisant des phrases, en recherchant le mot juste, est une traîtrise. Je le vis comme ça. Probablement que j'ai tort. Mais j'ai raison par devers mon vécu. Parce que il faut cracher un peu ça. Si je devais l'écrire, je l'écrirais oui, je crois que je l'écrirais comme un crachat. En 1986, 5 ans après avoir remis le manuscrit à ses enfants, Sam est contacté par un professeur de lycée qui lui demande de venir témoigner de la déportation devant les élèves de sa classe. Sam, dans un premier temps, refuse. Il a peur de se retrouver plongé dans le cauchemar des camps. Puis il finit par accepter. Avec cette première expérience, s'engage pour lui ce qu'il définit comme étant son travail de mémoire. Depuis plus de 15 ans, il consacre l'intégralité de son temps à des interventions dans des établissements scolaires un peu partout en France. Il s'exprime devant des élèves qui n'ont pas connu de guerre et découvre dans le témoignage de Sam des valeurs qui les bouleversent. Ils ont entre 15 et 18 ans, l'âge de Sam, adolescent, déporté à Auschwitz. Vous pouvez poser tout ce que vous voudrez comme question. J'essaierai d'y répondre. Si je sais, je dirai. Si je ne sais pas, je dirai aussi. Alors, que le moins ou la moins timide démarre. Moi, c'était pour savoir, en fait, avant que vous êtes parti pour ces camps, où il y avait la guerre quand même, donc, et vous avez été informé que les Juifs étaient allés être pris par les Allemands, par les nazis. Et pourquoi vous n'êtes pas parti? Enfin, il n'y a pas eu des mouvements qui s'en allaient, plein de gens qui s'en allaient de l'Europe pour fuir justement cette guerre? Mon père avait fait la guerre de 14. Il avait été décoré pour cette guerre de 14, qu'il avait fait dans les rangs des Français, bien sûr. Il était persuadé, il le disait, mais nous, on ne sera jamais arrêtés. On ne sera jamais arrêtés. On était à Clermont-Ferrand, on était dans la zone dite libre à l'époque, qui ensuite a été très rapidement occupée par les Allemands. Mais il pensait qu'ils ne nous arrêteraient jamais. Et c'est tellement vrai que nous avons été prévenus. Alors quand même, les 3 premiers jours, on est allé coucher ailleurs, mais c'était ridicule, dans la même ville. Et n'importe qui aurait pu nous retrouver aussi secs. D'ailleurs, le jour même où nous sommes revenus dans l'appartement, le matin, à 6h30, les miliciens étaient là.
Est-ce qu'on parlait déjà de camps de concentration ou camps d'extermination à cette époque-là À Drancy, on disait, on part à Pitchpoy, ou quelque chose comme ça. Ça voulait rien dire. Ça voulait dire simplement qu'on partait dans un lieu qu'on ignorait. Et c'est pas possible de savoir ça. Comment peut-on imaginer? Quand moi je suis arrivé au camp, où le soir même, j'ai demandé à quelqu'un qui parlait français, mais je suis arrivé ici avec mon papa, ma maman, ma petite sœur, où sont-ils? Il m'a dit, en montrant de la fumée, ils sont là, tes parents, parce que les gens n'étaient pas très tendres, tu sais, entre nous. J'ai pas cru sur le moment. Mais je dis, c'est pas possible. C'est impensable au sens vrai du terme, tu vois. Maintenant, tout paraît, malheureusement, évident, les horreurs, on en a pris l'habitude. Mais à ce moment-là, non. Et mes parents, non, n'imaginaient pas cela. Non, pas du tout, sinon, j'aurais vu sur le visage de mon père dans ce train, j'aurais vu l'angoisse que je n'ai jamais vue. Ils essayaient même, mon père, de nous amuser, ma petite sœur et moi, pour nous distraire, pour faire en sorte qu'on ne pense pas trop à la faim qui commençait, à la soif qui nous tenaillait, parce que la soif, c'est difficile de lutter contre la soif. Donc, je suis convaincu qu'ils n'y pensaient pas. Et puis, j'espère qu'ils n'y pensaient pas. Maintenant, avec le recul, j'espère qu'ils ne le croyaient pas. J'espère que, lorsqu'il est rentré dans cette salle de douche, fausse salle de douche, il pensait entrer dans une salle de douche. Ni mon père, ni ma mère n'auraient pu tenir le coup. Ma petite sœur, évidemment, de 10 ans et demi, n'aurait pu tenir le coup aussi longtemps que j'ai dit moi-même. Donc, ils auraient souffert pour, de toute façon, arriver au même but. Et aussi horrible que soit cette fin qu'il a été. Dans ma petite tête d'enfant, aimant mon père et ma mère, ben j'ai souhaité que ce soit vrai. Il n'y a pas de changement depuis que papa intervient dans les classes, dans nos rapports, mais je pense qu'il y en a un pour lui. Je crois il y a une espèce de... Il a trouvé un équilibre, il est en train de boucler une boucle pour moi. Il a trouvé un équilibre et je crois qu'il a une joie tout à fait intense de faire partager son histoire. Je crois qu'il vit actuellement une période très heureuse de sa vie, tout en revenant sur la période si douloureuse. Mais je pense qu'il a beaucoup fait de chemin par rapport à ça et que maintenant, c'est pour lui du bonheur de le faire. Et je dirais même qu'il y a de l'urgence, parce qu'il a conscience que ça ne va pas durer éternellement, n'étant pas immortel, et qu'il a envie d'engranger des écoles, de voir des enfants, de transmettre ce savoir, de prolonger au maximum cette mémoire sur l'événement. J'aimerais savoir quel est l'événement qui vous a le plus marqué. C'est très difficile à dire. Parce que les événements étaient tous horriblement marquants. Et certains jours, quand je me remémore comme ça, par la pensée, de tel ou tel événement anecdotique, et que j'en tremble encore, une minute après, un autre événement me revient, et je tremble davantage. Donc, et c'est extrêmement difficile. Ce qui m'a sûrement le plus marqué, sûrement là, sur un plan général, ce n'est plus un événement, celui-là, c'est un état de fait dans lequel nous étions trempés les uns et les autres, c'était l'état de déshumanisation. Nous n'étions plus des êtres humains. Une fois dans une école, un enfant m'a dit « Mais vous étiez considérés comme des animaux ?» Non, pas du tout. Parce qu'un animal, c'est un statut. C'est un statut d'animal. Moi, j'ai un petit chat. Il a le statut de petit chat. Quand je suis avec mon petit chat, quand je caresse mon petit chat, il ronronne comme ça. Hein? Comme un petit chat. C'est un statut, ça. Un chien, c'est un statut de chien. Nous n'avions plus de statut. Nous n'étions plus rien. Rien. On était au-dessous de l'humanité. Alors, on peut concevoir que des êtres à qui on a ancré comme ça dans la tête que ces sous-humains ne méritaient pas de vivre.
On peut concevoir qu'il nous tuait sans aucune arrière-pensée et sans aucun état d'âme. Tu comprends? Ça m'a été très difficile. De ne plus être un être humain, de ne plus être un être, tout simplement, qui vit, et qui, parce qu'il vit, a le droit de vivre. Alors, ce qui est effrayant dans la vie, ce qui est épouvantable dans la vie, c'est de ne pas être considéré par l'autre comme étant, justement, un être humain. Et c'est probablement ce qui m'a été le plus douloureux. Mais ça, on le voit tous les jours. Regardez dans la rue, vous croisez quelqu'un, ce quelqu'un vous croise sans même vous voir. Il passe, les yeux passent à travers vous, comme ça, comme si vous étiez en cristal. Il regarde derrière vous, vous n'existez pas. Si vous avez le malheur de sourire, de chanter dans la rue, on va vous prendre pour des fous. On va vous regarder en disant, mais qu'est-ce que c'est abruti qui chante comme ça? C'est horrible, ça. Tu n'es pas considéré comme un être humain, tu vois, même dans la rue. Bon, certes, c'est pas à l'excès, comme ce que j'ai vécu, mais quelque part, c'est important, ça aussi, de croiser ton passant et de le considérer comme toi, de le regarder avec une certaine attitude, une certaine attention. Papa va chaque année au collège de mes enfants faire une conférence au 3e, puisque cette période fait partie du programme. Et donc, l'année dernière, j'ai fait la tentative de me dire, tiens, je vais demander à papa d'assister à une conférence. Et je dois dire que ça a été vite réglé, puisque papa m'a dit, je préfère pas que tu y sois. Je ne serai pas le même, ça me gêne beaucoup. Ce que je comprends complètement en plus, puisqu'on n'en a jamais parlé. Donc, si on doit en parler, pour papa, c'est sûrement délicat de se dire qu'on ne le fait pas en tête à tête, mais que, en fait, c'est une conférence et que je prends toutes les informations comme ça, sans rapport ni charnel ni affectif avec lui. Bon, j'ai tout à fait accepté et je lui ai posé la question de savoir si il allait accepter que Sarah et Charlotte assistent à sa conférence. Et Madame Bordillon verra et il m'a dit oui, je pense. J'ai une frousse bleue parce que l'année prochaine, ma petite fille aînée, elle sera dans cette classe-là. Et est-ce que je vais témoigner de la même façon, la sachant là, que ce que je vais faire dans 15 jours, parce que je crois qu'il vient dans 15 jours, alors qu'elle est encore en 4e, donc elle ne sera pas présente dans l'amphi comme je serai là. Je ne sais pas comment je serai l'année prochaine. Et je panique déjà. C'est con quand même, hein? Parce qu'il faut bien se dire que les SS, c'est aussi des gens normaux. Ce n'est pas des fous. Les fous, on les soigne. Ce n'étaient pas des fous. Ils tuaient dans la journée, sans aucun état d'âme. Et le soir, c'était des bons maris, des bons papas. Ils jouaient avec leurs enfants. Ils aimaient leurs femmes comme un être normal, comme des êtres normaux. Ils ont été cela. Est-ce qu'on ne serait pas aussi capable de l'être, nous aussi? Est-ce que nous n'avons pas tous en nous-mêmes un bourreau qui sommeille? C'est important de se dire ça. C'est important de se dire que la barbarie n'est pas simplement l'apanage de l'autre. Parce qu'on a tous tendance un petit peu à considérer que ceux qui extérieurement sont différents de nous doivent être mis peut-être un peu à l'index, doivent être peut-être exclus de notre univers. On a tous un peu cette tendance-là. On a tous cette tendance, c'est pourquoi il faut être très attentif. Il faut être très attentif à nos réactions. Il faut être aussi très modeste et humble et se dire que oui, nous pouvons aussi être des bourreaux. C'est aussi à Auschwitz qui m'a appris ça.
Béatrice par rapport à mes 2 derniers enfants, elle a permis qu'une porte s'ouvre sur mon passé, puisque c'est elle et non pas moi qui ai parlé à Malka et à David de mes parents. C'est elle, de propos délibérés, avec sa sensibilité, qui a fait que mes parents vivaient dans l'esprit de mes enfants. Ils sont toujours présents, pas comme des morts, donc c'est curieux, oui, ils sont morts. Oui, ils sont morts d'une façon horrible, atroce, mais enfin, moi, j'en parle pas comme des morts. J'ai un grand... Peut-être parce que je les ai pas rencontrés, hein, peut-être parce que je les ai pas connus, peut-être que pour moi, parce que c'est tellement une mort absurde que je la refuse ou je sais pas, mais j'ai un grand-père que j'adorais, qui est décédé quand j'avais 11 ans. Il est mort. Il est mort. Je ne l'ai plus revu. Il est enterré. Je sais où. Je ne suis jamais retourné sur sa tombe, mais il est mort. Je sais où il est. Il est mort. Mes grands-parents sont comme des personnages fictifs d'une histoire malheureuse, et donc ils sont présents. J'avais besoin d'imaginer, de plus imaginer, j'avais besoin de me rapprocher d'eux. Et me rapprocher, c'était aller dans un appartement où ils avaient vécu, d'avoir des sens, je sais pas, j'avais l'impression effectivement d'être plus de me rapprocher d'eux. Alors je suis allée voir cet appartement de Clermont-Ferrand. Et c'était émotionnellement, c'était très très fort. Parce qu'en plus, la porte est en bois. Et je touchais la porte en me disant, de toute façon, il y a 50 ans, ils l'ont touchée. C'était comme si je les prenais dans mes bras. Si Malka s'appelle Malka, c'est parce que c'était le prénom de ma mère. Lorsque Béatrice a éprouvé le désir, lorsqu'elle attendait une petite fille, de lui donner ce prénom-là. Sur le moment, j'ai pas voulu. Sur le moment, je lui ai dit non, c'est trop marqué. Et puis très vite, j'ai été très heureux. Bien sûr que j'ai été très heureux. Alors le fait que je porte le prénom de Malka, ma grand-mère, et Monique, ma tante, elles sont comme si elles étaient en moi. Très souvent, je me projetais, tu vois, je me projetais pas en tant que mère, mais en tant que grand-mère. Je me dis souvent, ah, quand mes petits-enfants viendront, ah, quand je serai mamie Malka. Comme si la mamie qui avait pas pu exister existera en moi. Que je me dis, j'espère que je vivrai vieille pour que mes petits-enfants profitent de moi. Tu vois, c'est surtout ça. Et puis, très certainement, par rapport à mon père, par rapport à ma tante et mon oncle, j'ai voulu les séduire, ouais. Qu'ils soient fiers de la Malka là, comme ils étaient fiers peut-être de leur maman. Enfin, un truc, c'est difficile de le définir. Curieusement, alors qu'il ne nous parlait pas de la déportation, on a appris très jeune qu'on avait des grands-parents, bien sûr, puisqu'on a dû demander à papa très tôt, il est où ton papa, il est où ta maman? Donc, il a dû y répondre, je ne sais pas de quelle façon, donc on a su qu'ils étaient morts. Et c'est comme ça qu'on a dû apprendre qu'il avait été déporté, mais ça voulait rien dire. Donc je sais pas, c'est très curieux. Il n'y a pas de cadavre, c'est vrai. Alors est-ce que ça aide à faire le deuil d'avoir un cadavre? Sûrement. Ouais. Si je suis retourné à Auschwitz en 1995, si j'ai voulu retourner à Auschwitz, et ma démarche c'était un petit peu retourner là où étaient morts mes parents. Comme si
comme si j'allais à un cimetière. C'était stupide. Ils n'ont pas de linceul, ils n'ont pas de tombe. Et donc c'était stupide. Mais j'avais ce besoin-là, comme une espèce de retour sur leur passé à eux, certainement imbriqué dans le mien, mais sur leur passé à eux. Ben, je suis la seule à ne pas être allée à Auschwitz quand papa a fait ce voyage initiatique, puisque mes 3 frères et sœurs y sont allés. Moi, j'ai pas tenu à y aller parce que, toujours pour les mêmes raisons, je crois que j'ai mis une grande barrière et que je savais que ça allait être une journée de souffrance et que j'avais pas envie de la vivre. J'avais peut-être pas le courage, mais je me sentais pas, j'avais pas du tout envie d'avoir ce genre d'émotion. Un jour, papa m'avait dit « Je crois que je vais y aller seule » et ça me rendait folle qu'il y aille seul. Je voulais y aller avec lui. Parce que je trouvais que c'était aussi important pour nous de vivre ça, Merde, il y avait un moment, pardon, mais tu vois, que nous aussi, il fallait pas nous investir, mais qu'on... C'est dur de trouver les mots, tu vois, mais qu'on vive quelque chose, tu vois. C'était un peu pour moi comme aller sur la tombe de mes grands-parents. Quoique j'aimerais beaucoup aller aussi sur la tombe de mes autres grands-parents, ceux de ma mère, que je n'ai pas connu parce qu'il est décédé très jeune. Mais c'est pas le même rapport affectif, quoi, parce que nous on porte quelque part dans nos gènes pour cette histoire-là, plus particulièrement la souffrance de l'extermination des Juifs pendant 2-3 générations en Europe centrale. Ça, on le porte plus fort, donc c'est beaucoup plus fort, quoi. C'est pas seulement une personne qui est décédée, c'est des générations d'extermination, de souffrance, d'être pourchassé pour avoir une religion particulière ou des croyances particulières. Donc ça, c'est quand même assez fort, quand même. Donc moi, je voulais retourner à la fois sur la tombe de mes grands-parents et en même temps aider notre père à pas vivre ça tout seul. Certainement que on a voulu être là pour pas qu'il soit seul, pour l'aider parce que ça allait être douloureux. Moi, il était exclu de ne pas assister à ce retour dans les camps de mon père, en homme libre, etc. C'était exclu pour moi qu'il y aille seul. Seul, je veux dire accompagné d'autres personnes, mais pas avec nous. Ça, c'était exclu. Donc... c'est curieux, mais je crois que c'est pas nous qui l'avons protégé ce jour-là. C'est lui qui nous a protégés de cela. Lorsque mes enfants, ma femme, m'ont demandé de venir avec moi, j'étais heureux parce que, inconsciemment, j'avais l'impression que j'étais enfin libéré. Non pas de ce que je n'avais pas dit, mais libéré de ce que je n'avais plus besoin de dire. Tout ce que je n'ai pas pu dire, ils l'ont vécu, ce jour-là. Disons qu'en vivant un moment extrêmement difficile, atroce même, je dirais, sûrement, peut-être pour la première fois, on a partagé au plus fort ce qui était atroce pour lui, ce qu'on était en train de le vivre nous aussi. Tu vois ce que je veux dire? On vivait nous aussi un moment atroce sur le moment. Donc certainement, là, il y a une communion involontaire, mais forte. C'est de partager une atrocité qui avant était peut-être trop littéraire ou trop une idée. Là, quand on est sur place, là, au niveau des émotions, c'est plus fort que n'importe quel livre, n'importe quel film ou autre chose. Donc est-ce que ça a compensé du non-dit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a fait vivre en l'intérieur l'atrocité comme jamais, quoi. Quand on est arrivé là-bas, on n'a pas lâché une fois de plus papa. Moi, j'étais d'un côté, David de l'autre, ou maman de l'autre. David tenait l'épaule de papa et Didier était toujours à côté.
Tu vois, on était émotionnel. À un moment, alors d'abord on a visité les camps, c'était très fort, mais on n'était pas là où papa avait été. Ce qui m'a beaucoup ému, moi, entre autres, c'est une grande vasque de cendres qui était là. Et je savais pas, mais ils avaient prévu, ils avaient pris 3 roses. Donc on s'est retrouvés tous les 5 devant cette vasque. Et ce qui m'a le plus ému, c'est Didier. Parce que j'aurais jamais pensé qu'il pleurerait, qu'il serait ému comme ça. Jamais. Didier qui a jamais pleuré devant moi, qui a jamais montré. On croit toujours que Didier il est dans la lune, qu'il est ailleurs. Et là, il était vraiment. C'était très émouvant de le voir comme ça. Donc voilà, il y a eu les roses et tout, et puis après c'était dans la gare de triage. Donc là, c'était papa, c'était un petit garçon, quoi. Où il disait qu'il se souvenait qu'il avait encore l'image de mamie et de Monique qui partaient dans un camion, je sais pas. C'est curieux, mais notre famille commence sur les quais d'Auschwitz. L'histoire de notre famille commence là. Donc, on a un grand-père, une grand-mère, russe, polonais, mais au-delà, on ne sait pas. La famille Braun commence un jour de décembre quand ils sont partis en déportation. C'est vraiment là où ça commence. Donc c'est bien à un moment donné d'aller aux sources de cette histoire. Tu as des familles qui peuvent remonter sur des siècles et des siècles, qui ont des châteaux, qui ont des liens, des points de repère. Le point de repère, semble-t-il, de notre famille, c'est sur ce quai, au moment de la séparation. C'est là où vraiment notre famille, l'histoire de notre famille commence. Pour nous, les enfants. Maintenant, pour mon père, bien sûr, il doit y avoir d'autres liens. Mais pour mes frères et sœurs, enfin c'est comme ça que je le ressens, notre véritable histoire commence sur ce quai. C'était la première fois qu'on pleurait ensemble sur l'histoire de ma famille, qui est leur famille. C'était la première fois. Et est-ce que le fait que nous ayons communié au sens de la communion entre les individus, le fait que nous ayons communié dans cette douleur-là, ensemble, dans ce lieu-là, a amélioré nos relations, qui étaient bonnes, hein, formidables, mais à modifier, disons, nos relations, dans un sens encore meilleur. Je pense que ça y a concouru de beaucoup. Je pense, vraiment. Je pense que l'histoire de papa aura une résurgence sur la vie de mes enfants, mais très atténuée par rapport à celle que nous avons pu avoir tous les 4, puisqu'on était en lien direct. Parfois, je m'interroge, je me dis effectivement, on n'en a pas parlé, c'est un problème, c'est une souffrance. J'ai mis certaines images derrière tout ça, c'est peut-être pas les bonnes. Mais je me dis aussi, aller mettre par terre tout le film intérieur que je me suis fait par rapport à l'histoire de papa, détruire tout ça pour essayer d'y mettre la réalité, sa réalité. Est-ce que sa réalité va me convenir? Ça, je sais pas du tout. Donc j'ai envie et puis j'ai pas envie. Je sais pas en fait. On dit qu'un enfant a besoin d'une colonne vertébrale, mais il a aussi besoin d'un socle pour se construire, sans vivre là. Tu vois, j'ai pas du tout envie de dire à mes filles, voilà 15 kilos de bagages, et puis prenez-les, et puis vous faites après 15 années de thérapie. Non, j'ai pas envie de ça. J'ai envie juste qu'elles soient pas dans l'interrogation de leur histoire, de ce qu'elles sont. Forcément, ce que je suis, c'est
c'est ce que papa... C'est l'histoire de papa, c'est l'histoire de mes grands-parents, c'est tout ça. Donc c'est important que je leur dise, bien sûr. Mais c'est un peu flou en même temps, je vais leur dire quoi ?